Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du Journal des Biotech et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Pascal Prigent, directeur général de GenFit. Bonjour Pascal. Bonjour. Je dis hors série parce qu'on se retrouve pour commenter le communiqué paru très récemment au sujet de votre actif GNS 561 et notamment des données préliminaires d'une étude de phase 1B qu'il évalue en association avec un inhibiteur de MEK, dans le cholangiocarcinome avec mutation CRAS. Alors, on connaissait GenFit dans l'ACLF, on en parle souvent. Là, c'est une indication en oncologie. Déjà, on va poser les bases. Qu'est-ce que le cholangiocarcinome et notamment avec cette mutation CRAS, et comment il est pris en charge aujourd'hui? Alors, le cholangiocarcinome, c'est un cancer des voies biliaires. Donc, les voies biliaires qu'on connaît, puisque, évidemment... là, on a un terrain connu, oui, forcément. On travaille dans la PBC. Donc, c'est ces petites voies qui permettent d'évacuer la bile du foie. Et là, on est sur un adénocarcinome, donc un cancer qui est extrêmement agressif, qui part dans les cellules des voies biliaires. D'accord. Il peut être soit intrahépatique, soit extrahépatique. Okay. Aujourd'hui, donc, comme je disais, un cancer très agressif, de mauvais pronostic. La prise en charge en première intention, c'est une trithérapie d'entrée, gemcitabine, cisplatine, plus durvalumab. Okay. Si la maladie continue la maladie continue à progresser, on passe sur une autre trithérapie qui s'appelle Folfox, donc acide folinique, 5-FU et oxaliplatine. Et si malheureusement la maladie continue à progresser, là on passe dans le champ de l'expérimentation. Il n'y a plus rien qui est approuvé pour ces patients-là. On est dans le champ des études cliniques et de la voie expérimentale. Alors la mutation CRAS, c'est quoi au sein de ce cancer? Alors au sein de ce cancer, les gens qui ont cette mutation ont, j'ai envie de dire, dans un cancer déjà compliqué, agressif, difficile à traiter, c'est les plus difficiles à traiter, puisque cette mutation va rendre certaines approches impossibles. Et donc c'est pour ça que le besoin médical chez ces patients est effectivement extrêmement important. On a une idée de la prévalence de ce type de cancer, des gens touchés? Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 60% des patients qui ont cette mutation CRAS au sein des cholangiocarcinomes. D'accord. Alors, il faut qu'on parle de ces résultats, je le disais, résultats de phase 1B, et puis au risque de faire le rabat-joie, on mentionne dans cette étude 9 patients inclus, seulement 4 évalués à 6 semaines. Alors déjà, qu'est-ce que vous retenez de ces résultats? Et puis surtout, est-ce que cet échantillon est suffisant pour se faire une idée réelle, robuste, si je puis dire, de la portée clinique d'un signal efficace, d'efficacité? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est pour nous des résultats qui sont extrêmement encourageants et je pense qu'ils vont ouvrir un espoir très important pour ces patients. Et là, je voudrais dire tout de suite que j'ai noté une différence assez marquée entre la réaction des oncologues, des gens avec qui on travaille sur ce projet, et ce que j'ai pu voir, par exemple, de la réaction du marché, avec un décalage total au niveau de l'enthousiasme. Donc, j'ai lu... On en revient sur la taille de cet échantillon. Bien sûr, bon, et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut adresser ce sujet. J'ai regardé et j'ai lu ce qui se dit sur le forum, et pour moi, il y a des préoccupations que je peux comprendre, et il y en a d'autres qui, pour moi, sont une méconnaissance de ce que c'est que cette pathologie en particulier. Donc, dans les préoccupations que je peux comprendre, c'est la préoccupation sur la vitesse de recrutement. Mais ce qu'il faut comprendre, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur une pathologie extrêmement sévère, des patients qui sont très fragiles, fragilisés par la maladie, fragilisés par aussi les traitements qu'ils ont pris, et on va utiliser une drogue expérimentale qui commence tout juste à être traitée chez l'homme. Donc on va y aller doucement. Et on va faire un screening qui va durer déjà plusieurs semaines. On va avoir beaucoup de screen fail, évidemment, compte tenu de la population. Et puis, on va y aller patient par patient. Donc, ça prend du temps. Par contre, quand on commence à avoir recruté des patients, on commence à être un petit peu plus dans la sécurité au niveau de la tolérabilité, la sécurité du produit. Et donc, on peut assouplir un peu le protocole et ça s'accélère, ça va plus vite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je conçois que ça puisse être vu comme long. En attendant, aujourd'hui, on est dans les temps qu'on s'était fixés. On avait dit avant la fin de l'année, on revient avec des résultats intermédiaires sur cette phase 1B, dans la 1B2. Et on le fait. Et on a une dose à laquelle on a une bonne tolérabilité et une bonne sécurité. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, ce que j'ai pu lire, et là je suis moins en accord, c'est la question de 4 patients sur 9. Et là, il faut rappeler aux gens qu'on est sur une maladie
extrêmement sévère, un cancer très agressif en phase terminale. On est sur des patients qui, à ce stade, ont en moyenne 2 à 4 mois de survie. Donc si vous avez 2 mois de survie, il ne faut pas s'étonner qu'à 6 semaines, surtout quand on a mis devant 2 à 3 semaines de screening, on n'est pas tout le monde qui arrive à cette semaine 6. Ouais. Donc en fait, ces fameux 5 patients, qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, il y a des patients qui, en fait, sont tellement fragiles qu'ils ne peuvent plus supporter les effets secondaires, les traitements. Notamment, on sait que les MEK inhibiteurs sont des traitements qui ne sont pas toujours faciles à supporter. Donc, il y a ça. Il y a des patients qui sont désespérés, malheureusement, qui arrivent en fin de vie et qui ne veulent plus de traitement et qui disent « c'est tout, c'est fini pour moi » et qui peuvent même retirer leur consentement. Et puis, on a des patients qui meurent. Et ça va, je dirais, avec le secteur et l'oncologie. Donc le fait qu'on ait 4 patients sur 9 à la 6e semaine, c'est pas très surprenant, c'est le contraire qui aurait été surprenant. Et le dernier point, et pour moi c'est le point le plus décalé, j'ai pu voir des commentaires du type « on peut rien dire sur 4 patients, 4 patients c'est passé, c'est pas de la science ». Et alors là, c'est compréhensible, en tout cas, comme réaction. On peut l'entendre, mais il faut bien comprendre. J'ai eu la même, pour être honnête. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la mâche. C'est vrai que dans la mâche, on peut avoir des facteurs exogènes qui améliorent la situation. Ici, il faut bien comprendre qu'on est dans le cas d'un cancer extrêmement agressif. Et encore une fois, on est chez des gens qui ont, entre guillemets, tout essayé. Il y a eu une première ligne de traitement, 3 produits pour essayer de réduire la tumeur, une deuxième ligne, 3 autres produits. Donc on en a au 6e produit qu'on met en combinaison pour réduire cette tumeur et elle progresse toujours. Et pour être inclus dans notre étude, il faut avoir eu ces échecs et continuer à progresser. Dans la vie, ça n'arrive pas que ça s'arrête tout seul de progresser. On ne pourrait pas dire qu'il y a une inertie tumorale, qu'il y a un arrêt de la progression de la maladie. Dans ce type de cancer, à ce stade avancé, non, ça n'arrive pas. Et donc, au début, quand les KOL avec qui on travaille nous avaient dit, écoutez, vous inquiétez pas, sur les premières doses, parce que là, on parle vraiment des doses les plus basses, vous ne risquez pas d'avoir grand-chose en efficacité. Si vous aviez un patient stabilisé, ce serait vraiment un signal intéressant. En espérant, en montant les doses, peut-être voir un peu plus d'efficacité. Mais là, on parle de 4 patients, c'est-à-dire tous les patients qui ont été à la 6e semaine, tous en stabilisation de la maladie. Et donc, quand on entend « ouais, c'est pas si significatif », mais mettez-vous à la place de ces patients. On est sur des gens à qui on a dit qu'ils avaient plus que quelques semaines à vivre, qui n'entendent à chaque fois après leur traitement que la maladie progresse, et d'un seul coup, on leur dit « la maladie est stabilisée ». Mais c'est énorme. Et donc vraiment, pour nous, et c'est le feedback qu'on a eu des KOL, on a potentiellement quelque chose de majeur. Alors, certes, c'est un premier signal à confirmer, mais j'ai envie de dire, c'est absolument pas anecdotique. Bon. Absolument pas. Si on rentre dans le pourquoi maintenant, est-ce que, je lisais dans le communiqué de presse, le concept d'autophagie qui pourrait jouer un rôle clé, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste ? Absolument. Et c'était tout le rationnel scientifique de cette approche. Donc l'idée, l'autophagie, c'est un process par lequel une cellule réagit au stress, en fait, consommant certaines parties d'elle-même pour générer de l'énergie. Exactement. C'est ça. Étymologiquement, c'est se dévorer soi-même. Et en fait, c'est un process par lequel une cellule peut survivre en situation de stress. Et donc, normalement, c'est bien. Sauf que dans le cadre du cancer, ce qu'on essaye de faire, c'est tuer ces cellules cancéreuses pour éviter la prolifération. Et là, l'autophagie est négative, puisqu'en fait, elle permet de résister. Exactement, elle permet à la cellule cancéreuse de résister. Et donc, toute l'idée, c'était de se dire, si on arrivait à bloquer l'autophagie, on empêcherait la cellule cancéreuse de se défendre, et donc on augmenterait l'efficacité du chimiothérapie. Et il y avait, et ça fait un moment que pas mal de gens regardent, y compris des big pharma, ce sujet en se disant, il y a sans doute quelque chose à faire, et ça pourrait ouvrir tout un champ d'action en oncologie, un champ nouveau, et il y a pas mal de choses déjà qui étaient disponibles au niveau préclinique ou au niveau, on va dire, littérature académique. Mais évidemment, on sait tous qu'il y a un saut quantique entre la théorie sur le papier et ce qui marche dans la vie. Et là, le truc qui est majeur, c'est qu'on est les premiers en combinaison à montrer qu'il semblerait que cette inhibition de l'autophagie a accentué l'efficacité du MEK inhibiteur, puisque le MEK inhibiteur ou les MEK inhibiteurs ont été testés dans cette population, et ça ne marche pas.
Donc là, s'il y a quelque chose qui marche, c'est nécessairement que ça vient, comme on l'a dit, ça ne peut pas être le fruit du hasard, ça n'existe pas dans cette pathologie à ce stade. Donc, il y a une suspicion forte que c'est cette combinaison. Ça demande à être confirmé. Oui, on va en parler mais aussi, comme je le disais, le feedback des KOL qui travaillent avec nous, ça a été, vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose de majeur. Pascal, comment ça se compare aujourd'hui? J'imagine qu'on a déjà des données sur du clinique, du préclinique, sur les autres traitements expérimentaux, sur cette indication précise. Alors, comme je le disais, c'est une indication qui est extrêmement challenging. Il y a des effets, enfin il y a des études qui sont en cours, notamment avec des thérapies ciblées. Pour l'instant, rien n'a vraiment montré une efficacité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de recommandation en troisième ligne. Et puis les thérapies ciblées, un peu par définition, ça dépend des différentes mutations qu'il peut y avoir. Et en particulier sur la mutation dont on parlait, la KRAS, pour l'instant, il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien qui marche. Donc, si on arrivait à pouvoir développer quelque chose qui peut avoir une utilité, ça aura un impact considérable pour de nombreux patients. Bon, alors justement, on va parler de la suite. Vous annoncez une définition des doses recommandées pour la phase 2 au premier semestre 2026. Ça arrive très vite. Démarrage de l'étude au second semestre. Déjà, il va falloir nous expliquer un petit peu ça. Et puis, peut-être reboucler avec cette idée de difficulté de recrutement. Est-ce que c'est tenable sur cette indication, justement, très précise et du coup très réduite? Alors, la première des choses, c'est que il faut savoir que déjà avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est sans doute assez pour faire une phase 2. D'accord. Parce qu'on a une dose qui est tolérée, qui est safe, et un signal d'efficacité. Des signes, voilà. Par contre, ce qu'on pense et ce qu'on espère, c'est qu'en montant la dose, notamment de GNS 561, on va aller plus loin dans l'efficacité. Et si c'est le cas, ce serait une vraie bonne nouvelle, évidemment, pour les patients. Donc la prochaine étape pour nous, c'est de continuer à faire de nouvelles cohortes, escalader la dose, monter un GNS 161, éventuellement remonter aussi un peu de tramitinib, on verra en fonction de l'efficacité, pour arriver à la dose optimale. C'est l'inhibiteur de MEK. Exactement. Exactement. Garder tout le monde avec nous. C'est ça. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va trouver la dose optimale, aussi bien au niveau GNS 561 qu'au niveau de l'inhibiteur MEK, pour ensuite pouvoir partir sur la phase 2 avec la meilleure dose possible. Et ça va aller très vite, puisqu'on devrait avoir les résultats de la prochaine cohorte dès le premier trimestre de l'année prochaine, on communiquera. Puis ensuite, les résultats finaux et le choix de la dose, milieu d'année à peu près. Et ensuite, derrière, on va tout de suite sur la phase 2, et on n'est pas inquiet sur le recrutement, parce que, premièrement, on a vu que ça s'accélérait là déjà avec la phase 1. Et puis, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on l'a vu dès que ça a commencé à se savoir qu'il y avait peut-être bien sûr, les gens veulent mettre leurs patients sous quelque chose qui pourrait marcher, surtout qu'il n'y a rien d'autre. Donc, on est assez serein, d'autant plus que si jamais on réussissait à montrer que vraiment cette inhibition de l'autophagie permet d'améliorer la réponse à différents traitements, il n'y a aucune raison que ça ne marche que dans une seule tumeur. On comprend bien que la notion d'autophagie, c'est sur toutes les tumeurs. Alors, il y en a où après ça peut être plus ou moins un enjeu, mais évidemment que ça ne va pas marcher que dans le cholangiocarcinome. C'est une super transition, parce que aussi la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce qu'au-delà de cette indication, je le répète, très précise, pour vous, oui, il y a matière à extension, à tester dans d'autres cancers notamment? Bien sûr, et je dirais c'est même à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a matière à tester dans d'autres cancers, et il y a aussi matière à tester avec d'autres agents que des MEK inhibiteurs. Et en fait, si on regarde la littérature, il y en a une autre classe qui s'impose tout de suite à nous, c'est les checkpoint inhibiteurs, et en particulier les anti-PD1. Et l'idée de combiner un inhibiteur de l'autophagie avec un anti-PD1, conceptuellement, ça fait beaucoup de sens aussi. Et là, c'est encore un marché. Donc c'est pour ça que je disais, on a un signal très intéressant, et si ça se débloque, le marché, pour le coup, c'est extrêmement important. Et encore une fois, pour des patients qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Et c'est ça qui explique cette excitation des oncologues, bien on l'ait dit, et c'est vrai, on parle de 4 patients. Alors, si les professionnels de santé trouvent ça intéressant, j'imagine que les pharma trouvent ça intéressant. Il a appelé récemment. Écoutez, je peux dire que ces données intéressent, à l'évidence. Comme je le disais, il y a plusieurs pharma qui regardent dans ce domaine-là. On est les premiers en combinaison
à générer ce type de signal d'efficacité, bien sûr que ça va intéresser. Bon, on va refermer cette page-là. Il y avait beaucoup à en dire, beaucoup à éclaircir, effectivement, à expliquer. On va parler de ce qu'on connaît, notamment. On va revenir sur Ikirvo, actif pour le coup, désormais commercialisé. Est-ce que, déjà, comment progressent les ventes aux États-Unis et en Europe? Et puis, est-ce que ça suit un petit peu le chemin que vous attendiez? Alors ça suit, mais ça fait même mieux que suivre le chemin qu'on attendait. Ipsen continue à faire du super boulot et ils sont au-dessus de nos attentes les plus élevées. Donc on est ravis du travail qu'ils font. Et pour nous, c'est très concret. Hein. Ça veut dire que on va avoir plus de cash. On en a déjà pas mal. Et on va avoir des milestones qui vont tomber plus vite que prévu. Et puis on va récupérer le flux de royalty sans doute aussi plus vite que prévu si ça continue comme ça. Donc c'est bien parce que ça nous donne de l'optionnalité. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si ce qu'on a commencé à voir avec GNS 561 se confirme, alors il faudra investir plus fort. Il faudra peut-être le développer dans d'autres cancers, faire d'autres. Et tout ça, on est en capacité de le faire parce qu'on a le cash pour le faire. Donc on a cette optionnalité et on pourra donner tout le support nécessaire à GNS 561, tout en continuant à avancer sur en tout cas les produits les plus avancés, voilà, la CLF, et on va très bientôt parler de G1090N. Et voilà, peut-être que je reviendrai pour vous en parler. Il y a des données d'Ipsen sur la cholangite sclérosante primitive. Est-ce que ça aussi, c'est un impact positif pour C'est des très belles données, et donc on verra ce que décide de faire Ipsen. Mais évidemment que s'il développe finalement une indication dans la PSC, c'est quelque chose qui aura un impact positif pour nous en termes de milestone, tout simplement. Et puis aussi en termes de royalty, parce qu'évidemment, on touchera des royalties sur plus de ventes. Donc oui, bien sûr, c'est positif. Et je crois qu'au-delà de ça, la qualité des données qu'ils ont générées sur la PSC, et notamment sur le prurite, leur permet d'ores et déjà, en fait, d'établir que peut-être que des choses qui avaient été perçues dans un premier temps comme n'étant pas des forces d'Elafibranor, finalement, Elafibranor marche également sur ces dimensions-là. Bon, et bien voilà, explication très concrète sur l'actualité récente de GenFit. Merci beaucoup Pascal. Merci. C'est terminé pour ce numéro hors série du Journal des Biotech, mais on se retrouve très bientôt.